Bon matin à tous. Donc, nouvelle séance d'analyse. Ça va être mercredi, le 4 juin 2025. Donc, merci encore pour votre présence. Donc, c'est une journée assez mouvementée aujourd'hui suite à la publication. Il y a pas mal de fondamentaux, pas mal d'événements assez importants sur tout ce qui est marché de Forex. On commence avec la publication des taux d'intérêt au Canada. Donc, bon. C'est vrai que le taux vient d'être publié inchangé, non pas. Regardez ici, le 4, ça. Donc, il y a la déclaration des taux de la BOC. La dernière fois, de 75 prévu, inchangé de 75. C'est changé réellement publié de 75, donc ça n'a pas changé. Après, je vais vous montrer dans quelques instants, il va y avoir la conférence de presse de la BOC, l'intervention du gouverneur de la Banque centrale, donc il va en parler. Je vais vous montrer le lien en direct si vous voulez. Hein, vous avez l'avantage de passer, de regarder, pas besoin de passer par votre télé ou quelque chose comme ça, avec des liens sur YouTube ou même si on a des sites qui proposent directement. euh, le lien pour cette conférence. Donc, automatiquement, on va s'attendre à une réaction des marchés. On voit clairement ici comment ça réagit. Ce qu'il faut savoir, on l'a mentionné la dernière fois, c'est quoi la relation des taux avec la monnaie? Donc, c'est très simple. Une hausse des taux d'intérêt. Pour nous, c'est une augmentation. Lorsqu'il y a une augmentation des taux, automatiquement, ça va rendre les investisseurs de dollars canadiens plus attractifs. Donc, on s'attend à une appréciation de dollars canadiens, le CAD. Et c'est ce qu'on voit là maintenant. On voit que l'USD CAD, il est en train de baisser. Le dollar américain, il est en train de baisser. Donc, même si on voit que la publication vient d'être inchangée, on voit réellement que le dollar, le CAD, il est en train de monter. Donc, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que euh, la politique monétaire, on va dire au niveau international, ils sont plutôt favorables à la baisse des taux. Donc, toute banque centrale qui garde ses taux inchangés ou ne veut pas baisser, automatiquement, il y a une appréciation de dollar. Pour notre cas, le dollar canadien. Pourquoi? Parce que c'est pour lutter contre l'inflation, etc. Donc, ils essayent de garder ces taux. Et ce qui a et c'est là que ça a énervé aujourd'hui Trump parce que avec les taux bas au niveau du Canada à 2,75, et si on compare ça avec le taux aux États-Unis, on voit qu'ils sont à 4,75. Regardez ici, on peut voir ça, c'est en temps réel, c'est les taux directeurs, les taux d'intérêt de tous les banques au monde, et ainsi que leur prochaine réunion. Donc, il faut s'attendre à une chose. Là, maintenant, c'est quoi? C'est que nous avons une semaine assez animée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est l'intervention de la Banque du Canada. Demain, c'est l'intervention de la Banque européenne. C'est pas la semaine prochaine, je pense pas. Mais pour ce mois-ci aussi, il y a l'intervention de la Fed, l'intervention de la Banque d'Angleterre, l'intervention de la Banque suisse, euh, la Banque du Japon, etc. Donc, il y a pas mal d'événements ce mois-ci au niveau des taux. Et je peux vous assurer une chose, que les publications des taux, ce sont des événements qui sont assez importants. Et je vous conseille une chose, c'est que la publication des taux, elle se fait à deux réactions, à deux étapes. La première, comme c'est le cas ici, il y a la publication. Vous voyez ici la décision de la BOC sur les taux. Donc, il publie et après 30 minutes,
Vous voyez, bon, c'est un petit peu plus que 30 minutes. Ici, 14h45, j'en ai pris, c'est heure de Paris. Donc, et là, c'est 15h30, ça veut dire, 45 minutes après. Il y a la conférence de presse. Donc, automatiquement ici, regardez, sur le 4 juin, c'est la décision du taux à 9h45, 10h30, automatiquement, il y a les conférences de presse. Donc, à peu près 45 minutes. Mais la moyenne, c'est 30 minutes toujours. Pareil pour demain. Regardez ici, il y a la déclaration des taux. Regardez au niveau de l'Europe. 30 minutes après, il y a la conférence de presse. Donc, il faut toujours s'attendre à deux réactions. La première, suite à la publication, par exemple, l'Europe demain, il faut s'attendre à une chose, c'est que on s'attend à une baisse des taux. Actuellement, le taux en Europe, il est à 2,4%, prévu qu'ils vont baisser 25 points à 2,15. Donc, on anticipe une baisse des taux, donc automatiquement, on anticipe aussi une baisse de l'euro pour demain. D'accord? Bien sûr, ça peut faire une réaction en premier lieu, par exemple, avec une baisse de l'euro, par exemple, et 30 minutes après, le gouverneur de la banque, j'ai oublié le nom, c'est Christine Lagarde. Euh, après 30 minutes de conférence de presse, elle peut intervenir et au final, elle dit, écoute, on vient de baisser les taux et ça va être notre dernière intervention pour les 3 mois à venir, par exemple. Donc, automatiquement, il va y avoir notre réaction. Toute la baisse qu'il y a eu au niveau de l'euro, automatiquement, le marché va la rattraper. Donc, ce que j'essaie de vous dire, de vous résumer, c'est qu'on a deux réactions qu'il faut s'attendre. La première, c'est suite à la publication, et après, il faut attendre la conférence. Donc, si vous voulez trader la conférence de presse, c'est très important, c'est de vous mettre devant vos écrans et d'attendre comment le marché il réagit avec ces informations tout simplement. Par exemple, moi personnellement, j'en ai donné la stratégie la dernière fois. Et ben, c'est très simple. Écoute, je prends l'exemple de demain, la BCE au niveau de l'Europe. Allez, la conférence, elle commence à 8h45. Donc, je vais laisser 15 minutes à 9h. J'attends la bougie. Je vais me mettre sur un intervalle de temps de 15 minutes. Je change l'intervalle de temps 15 minutes et j'attends les 15 premières minutes de conférence. Et je vois comment le marché, il réagit suite à ces propos. Si au final, par exemple, comme c'est le cas ici, vous voyez que les 15 premières minutes, le marché, comme ça, il m'a fait une bougie assez importante, une bougie rouge comme celle-là. Bah, au final, à la clôture de cette bougie, la seule décision à prendre, et bah, tout simplement, ça va être une décision de vente. Parce que le marché, il va continuer sa baisse. Par contre, si j'en ai des toupies ou des bougies d'hésitation, sincèrement, il faut attendre. Il faut attendre quoi? Bah, tu passes sur 30 minutes. Écoute, si la bougie de 15 minutes n'est pas assez claire, ça vous montre pas clairement la réaction de marché selon les propos du gouverneur. Donc, automatiquement, passe sur 15 minutes, passe sur 1 heure. Par exemple, regardez, là maintenant, le taux d'intérêt au Canada. On voit que l'USD, il est en train de baisser par rapport au CAD il y a 30 minutes. Regarde la bougie d'après. Il ne fait que baisser. Donc, c'était clair pour nous qu'il va y avoir une réaction, il va y avoir une continuité. C'est vrai que l'USD-CAD, c'est une parité qui n'est pas assez volatile. Comme vous le voyez ici, il y a sur 1 heure de bougie, il y a une baisse à peu près de 40 points. Ce n'est pas assez important. Mais pour quelqu'un qui transige, qui trade avec des lots assez élevés, ça fait la différence. 40 pips avec un lot, je vais vous expliquer après les lots parce que je reçois toujours des questions au niveau des lots. D'accord?
c'est pas pareil comme le Forex, comme les marchés des actions. Nous, on traite avec des contrats. C'est comme les futurs, comme les options et tout. C'est des contrats. Et chaque contrat, il a une valeur. Pour le Forex, je vais vous répondre rapidement. Vous voyez ici, lorsque je vais exécuter un ordre, eh ben, j'en ai ici le volume. Avec combien vous voulez travailler? Avec un contrat, avec deux contrats, avec un volume, avec un lot. Ça dépend de ce que vous appelez ça, mais ça reste un contrat, un lot ou bien un volume. Donc, lorsque je trade avec un volume ou bien un lot ou bien un contrat, eh ben, la valeur d'un contrat, attends, je vous écris ici, un lot, c'est, c'est au final 100 000 unités. Si je suis sur l'euro-dollar, par exemple, c'est 100 000 euros ou 100 000 GBP ou 100 000 USD-JPY. J'ai la possibilité aussi de transiger avec 0,1 lot. Ça veut dire que je transige avec un dixième de contrat. Ça veut dire qu'il me faut au minimum 10 000 $ pour commencer à transiger avec 0,1 contrat. Bon, j'ai la possibilité aussi de transiger avec un compte 1 centième de contrat, 0,01 lot. C'est quoi la différence entre ces trois-là? Eh ben, c'est en termes de pips, en termes de points. Écoute, lorsqu'on transige avec un contrat, la variation d'une pipe, elle vaut 10 $. On l'a dit. Par contre, lorsque tu transiges avec 0,1 lot, la variation d'une pipe, elle vaut 1 $. Et lorsque tu transiges avec 0,01 lot, la variation d'une pipe, elle vaut 0,1 $. C'est ça la différence entre les contrats. Et c'est le plus important. Moi, j'essaie toujours, c'est le plus important. C'est de lutter contre, de savoir gérer vos lots. Ça dépend de votre capital. Et plus on essaye d'avoir, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer à transiger, c'est de toujours garder une marge de 1000 pips, 1000 points sur votre compte. Exemple, vous commencez à trader avec 5 000 $. Exemple, vous avez déposé 5 000 sur votre compte. Ou vous avez déposé, on va dire, 10 000 $. Donc, sincèrement, comment on va transiger? Avec un lot, la variation d'une pipe, elle vaut 10 $. Les 100 pipes, ils sont à 1000 $. Les 1000 pipes, ils sont à 10 000 $. Donc, avec 10 000 $, j'ai la possibilité de transiger avec un lot. Mais un lot au maximum. Je ne peux pas ouvrir beaucoup d'oppositions. Vous êtes limité à une seule position. Ou bien, vous avez la possibilité de transiger pour jouer sur la diversification de votre portefeuille, d'ouvrir en moyenne, personnellement, avec un contrat de 10 000 $, là, la possibilité de transiger avec 0,3 lot. 0,3 lot, ça veut dire que votre pipe, elle vaut 3 $. 3 $, je m'excuse. Donc, écoute, si vous faites par jour 30 à 40 pipes, ou on peut aller jusqu'à 50 pipes, ça va vous faire à peu près 150 $. 150 $, c'est à peu près, on va dire, entre 40 et 50 pips par jour. Ce qu'il faut savoir que nous, avec les séances qu'on fait une fois par semaine, on arrive à dénicher par semaine entre 200 et 300 points on va dire, sur les 8 jours. Donc, automatiquement, avec 10 lots comme ça, tu peux chercher les 300 points, entre 200 et 300 points par jour. Si tu trades avec 0,3, ça peut vous rapporter au moyen, par semaine, entre 600, on va dire, 600 aussi pour 200 points, et on peut aller jusqu'à 900 $ pour les 300 points. Et ça, je peux vous assurer une chose, avec une bonne gestion, je ne prends pas de risque sur mon capital. Lorsque je vous parle de 40 à 50 points,
$150, 150 dollars, ça me fait même 1%, 1,5% de risque sur mon capital. Donc, je gère d'une façon efficace mon portefeuille. Et c'est ça le plus important. On n'est pas là pour, dans des casinos, faire du gambling, parce que j'en ai qui commencent, par exemple, pour 10 000 dollars, et le monsieur derrière, il transige avec 5 contrats ou 6 contrats, quelque chose comme ça. La variation d'une pipe, elle vaut 50 dollars, 60 dollars. Donc, 100 pipes, il va se retrouver avec 5 000, 6 000 dollars. Bon, au niveau des gains, il n'y a pas de problème. Il aura plus de confiance en soi, mais s'il prend des mauvaises décisions, il va se retrouver à cramer la moitié de son compte. Donc, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Avec une bonne gestion, avec de la discipline, avec de la continuité. Si je vous parle aujourd'hui, vous pouvez faire entre 600 et 900 dollars avec 0,3 lot. Moi, j'en ai pris un exemple d'un compte de 10 000 dollars. C'est pareil. Écoute, tu commences avec 1 000 dollars, tu réduis ça à 10. Tu commences avec un compte de 100 000, tu multiplies ça par 10. C'est aussi simple que ça. Je peux vous assurer, regarde, c'est une bonne gestion, je prends de risque à 1,5%. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Bon, pour tous ceux qui ont des questions ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me laisser ça sur le Discord, côté gestion de portefeuille, sur le chat aussi, sur Zoom. Donc, j'espère que j'en ai répondu à la question et on va reprendre notre analyse. Donc, pour terminer au niveau du calendrier, donc, comme on a dit, on va s'attendre à des réactions au niveau des marchés. Comme vous le voyez ici, demain, je vous conseille vivement, si vous avez le temps à 8h, 8h45, de trader un petit peu l'euro, euh, de trader la conférence de presse, d'essayer de voir comment les marchés réagissent avec les conférences de presse, rester sur un compte démo. Vendredi, il y a l'NFP. C'est pour tous ceux qui ne connaissent pas l'NFP, c'est la création d'emplois aux États-Unis. C'est parmi les indicateurs les plus importants. Il faut savoir une chose. Euh, Aujourd'hui, je vous ai parlé de la déclaration des taux d'intérêt au Canada. J'ai oublié de vous parler de l'ADP. L'ADP, c'est l'évolution d'emploi aux États-Unis. Et c'était prévu qu'il va y avoir une création d'emplois à peu près 111 000 postes d'emploi prévus. Et finalement, c'est publié 37 000. Je vous ai parlé que Trump, il vient de tweeter tout à l'heure, suite donc la création d'emplois, c'est pas assez élevé. 37 000, c'est pas assez important. Donc, pour ceux qui suivent nos cours, donc, il y a une rubrique où on parle du calendrier économique. Donc, l'ADP, c'est la création de postes d'emploi dans le secteur privé. C'est un indicateur qui est publié 2 jours avant la publication de l'NFP, qui va être publié le vendredi. Donc, c'est celui-là, l'NFP. Évolution d'emploi ici. Donc, ce qu'il faut s'attendre, que si l'ADP, il est publié négatif, donc on s'attend que l'NFP, le vendredi, va être publié négatif. Donc c'est très important. Moi, j'attends d'ici le vendredi à des indicateurs plutôt négatifs sur le dollar. Pourquoi j'en dis ça? Parce que l'ADP, il vient d'être publié négatif. Et l'ADP et l'NFP sont en relation directe, comme le cas de le taux de chômage. Regardez ici le taux de chômage, ça va être publié le vendredi. Il est où le taux de chômage? Ah, le voilà, non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le taux de chômage. Et le taux de chômage aux États-Unis, 4,2, prévu qu'il va rester inchangé. Et on va attendre d'ici demain. Pourquoi? Parce que demain, il y a aussi. Attends, il est où les inscriptions au chômage aux États-Unis? Ah, là voilà. Les demandes d'allocation chômage, ça va être publié jeudi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont prévues, ils vont baisser.
240 000 postes d'emploi ici, prévu 236 000, prévu qu'ils vont baisser. Mais finalement, si cet indicateur il est publié aussi négatif, donc automatiquement on s'attend à un taux de chômage plutôt négatif. Donc on va s'attendre à un NFP négatif et on ne sait pas encore si le taux de chômage va être publié positif ou négatif, mais on s'attend demain à cette information-là. Si elle est publiée, elle est très importante. Si elle est publiée positive, ça va réagir automatiquement sur le taux de chômage aux États-Unis. Ça dépend, positif ou négatif. Donc, attendez par rapport à demain pour savoir. Mais sinon, pour ma part, je sais des grandes chances que la création d'emplois, l'NFP, il va être publié positif. Pourquoi? Parce que l'ADP, il vient d'être négatif, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau du calendrier. Donc, comme d'habitude, au niveau de nos analyses, il faut faire attention. On ne va pas analyser les marchés d'une façon tranquille parce qu'il y a énormément d'événements fondamentaux et ces événements-là, ils vont impacter sur nos analyses. Ça veut dire que, regarde, c'est très simple. Nous, on a l'analyse technique, on a l'analyse fondamentale. Lorsqu'il y a des fondamentaux, le marché ne prend pas en considération l'analyse technique. Donc, c'est très important. Support ou résistance ou n'importe quel événement qu'on fait. Écoute, s'il y a des événements, le marché il va invalider. Un événement positif publié automatiquement, ça va invalider toute opportunité. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, on a terminé au niveau de calendrier. Un petit tour au niveau des analyses qu'on a fait la semaine dernière. Bon, donc la semaine dernière, la semaine dernière, ça c'est le 20, non, c'est le 21, non, c'est pas, ah voilà. Donc ici, on a fait une analyse sur l'euro-dollar australien. Ah oui, l'euro-dollar australien. Je tiens encore cette position. Donc, on a analysé l'euro-dollar, l'euro AOD sur un intervalle de temps H4, si je me rappelle. Voilà, sur cette imprime. L'analyse qu'on a fait la semaine dernière, c'est l'euro par rapport au dollar australien sur un intervalle de temps H4. Donc ici, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on a détecté un triangle. Ça, c'est un niveau de résistance assez important. Que si le marché il vient à franchir cette ligne de résistance, on peut prendre une décision d'achat. À ce moment, on n'a pas encore de signal. Fallait attendre la cassure avec une bougie significative pour qu'on puisse confirmer la hausse. Donc, il fallait attendre une cassure, prendre une décision. Donc, j'ai utilisé FIBO, un indicateur de niveau, pour nous indiquer les niveaux potentiels. Donc, en franchissant cette zone, le premier niveau, comme TP, on va viser cette zone-là, le niveau 38. Et s'il casse cette zone, on va plutôt viser le niveau 50. Donc, c'était ça, les deux niveaux à respecter. Bon, réellement, le marché, il n'a pas respecté pour le moment. Ça n'a pas encore invalidé notre scénario. C'est très important. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette zone et on l'a reliée ici. On a pris en considération la tendance baissière et on a travaillé la hausse. J'ai attendu la cassure, comme vous le voyez ici. Ça, c'est la cassure de cette ligne de résistance avec cette bougie. Moi, personnellement, j'en ai pris une décision d'achat ici. J'allais viser cette zone. Le marché, il stagne ici à un certain moment. Il monte, il descend, il monte, il descend. Pour le moment, j'ai un stop à cette zone. Ça n'a pas encore invalidé mon scénario. Et je vise un TP à cette zone-là. Bien sûr, regardez, il ne faut pas oublier une chose. On vise un TP à cette zone en premier lieu.
on vise, on a mis un TP ici, comme c'est sur l'imprime écran, on vise cette zone, mais il ne faut pas négliger ce premier niveau. Si le marché il remonte à ce niveau-là, et on voit qu'il n'arrive pas à le franchir, etc., donc il vaut mieux éviter et clôturer la position. Mais sinon, s'il il la franchit sans forcer, donc automatiquement, on peut attendre la position, il n'y a pas de problème. Donc pour le gold, on a pris une décision aussi pour le gold, si vous vous rappelez. On a pris une décision de gold, la voilà. Je vous ai montré ici sur l'or, sur un intervalle de temps H4. La tendance, on a tracé une ligne de résistance ici, on a tracé une ligne de support, on a identifié sur un intervalle de temps H4 que nous sommes plutôt sur une tendance baissière. Et au cours de cette tendance baissière, j'en ai aussi détecté ce qu'on appelle un épaule, tête-épaule. Et ça nous indique qu'il va y avoir une baisse, ça confirme, c'est une figure de retournement qui nous indique qu'il va y avoir une baisse. Donc, j'en ai tracé cette ligne de coup et j'allais attendre la cassure. Il fallait attendre la cassure pour prendre une décision. On a pris cette décision de vente ici, on a visé cette zone comme TP et j'en ai profité ici, comme vous le voyez ici. Voilà, l'épaule, tête-épaule, comme vous le voyez. Regardez la cassure, il y a eu la cassure. Regardez notre niveau, il a été respecté. La ligne en rouge où on a visé avec la mèche, il l'a respecté, c'est tout à fait normal. Regarde, il a respecté. C'est pas de la magie, mais c'est une zone ici que le marché, à un certain moment, il respecte. C'est une zone d'équilibre de prix. Donc, le marché, il est allé la chercher et après, il a repris. Déjà, la tendance où on parle, où on a fait l'analyse hier, la semaine dernière, nous étions sur une tendance baissière. Regardez, au final, le marché ici, là, il vient de l'invalider. Il vient de casser cette ligne de résistance. Donc, toute opportunité de vente ici, on l'invalide. Et de toute façon, on va faire une autre analyse après, mais on n'est plus vendeur ici. Donc, on va essayer de faire de nouvelles analyses au niveau de Gold. Mais j'essaie de vous faire un petit suivi par rapport à l'analyse de la semaine dernière. On a pu profiter de Gold. Par exemple, ici, si je vous montre, bon, j'ai effacé, attends. Le Gold, ici, comme vous le voyez, il y avait à peu près 129 pips de baisse. Ce qu'il faut savoir qu'il l'a fait en 5 bougies, en 4 bougies de H4. Ça veut dire à peu près 15 heures, 16 heures que le marché il a touché votre objectif. Donc ça, c'était notre analyse sur le gold. On termine ici notre analyse sur l'ETH. L'ETH, c'est de la crypto-monnaie. Et sur l'ETH, comme d'habitude, on a fait l'analyse, on n'a pas exécuté la semaine dernière avant la validation. Avant la validation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a identifié? On a identifié une impulsion, il y a une accélération de mouvement à la hausse, comme vous le voyez, et après, le marché il est entré dans une phase de correction. Et au cours de cette correction, il a créé ce qu'on appelle un triangle. Ça, c'est le bras. Il y a eu une impulsion, correction, une formation de ce qu'on appelle un triangle ascendant. Donc, pour moi, le triangle, c'est une figure de continuation. Si le marché, il casse cette zone, si le marché, il franchit à la hausse cette zone, c'est pour moi une continuation. Donc, on l'a identifié, mais ça n'a pas franchi. Il fallait attendre que le marché franchisse cette zone pour acheter et viser cette zone. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre un stop ici. Et la réaction de l'ETH, la voilà. L'ETH, la dernière fois, on a visé, la voilà sur le daily, c'est ça le scénario. Il fallait attendre que le marché il franchit à la hausse, mais malheureusement, il ne l'a pas franchi. Donc, on n'a pas exécuté cette position. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que je retrouve, par exemple, dans notre groupe, des traders qui n'attendent pas la clôture de la bougie.
Le monsieur, vous voyez, regarde ça, cette bougie, il va ouvrir une position ici, parce que la bougie n'a pas encore clôturé. Il vous dit, écoute, c'est bon, elle a cassé, elle a franchi. Allez, pourquoi j'en profite directement. Mais au final, la bougie, elle clôture comme ça. Et il ne va pas accepter la perte, il va renforcer cette position, il va subir énormément de pertes. Donc, il faut toujours, je vous conseille vivement de toujours attendre la clôture des bougies pour confirmer la décision selon l'intervalle de temps avec lequel tu travailles. Si on fait des analyses sur le D, ici, sur une journée, eh ben, c'est très simple, on attend la clôture de la bougie D. Si on travaille sur des intervalles de temps HK, c'est très simple. Écoute, j'ouvre une position. Par exemple, la bougie, elle ouvre à 10 heures. À 8 heures, on va dire, elle clôture à midi sur un intervalle de temps H4. Si on fait des analyses sur le H1, on va travailler plutôt sur le H1. On attend la clôture de la bougie H1. Si vous travaillez sur 5 minutes, il faut toujours attendre le signal avec la clôture de la bougie. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo au niveau de nos analyses. On va commencer des nouvelles analyses et tant que je suis sur le ETH, on va commencer avec la crypto-monnaie. Et ben, c'est très simple. On a identifié, on vient d'identifier un triangle. Et un triangle, c'est une figure de continuation, comme vous le voyez ici. Hop, ici, voilà. On a dit que c'est un triangle ascendant si le marché il casse par le haut. Et ben, dans cet exemple, il n'a pas franchi par le haut, il l'a plutôt cassé par le bas. Et ben, on va parler là maintenant d'une figure de retournement qu'on appelle ça un biseau. Donc, un biseau, ça commence comme un triangle et ça finit, regarde, au lieu de casser par le haut, il va casser par le bas. Et pour moi, c'est une figure de retournement. Donc, je peux prendre une décision de vente ici pour viser quoi? Pour viser la baisse. Donc, ça, c'est un biseau, c'est une figure de retournement de tendance. Je peux prendre une décision de vente ici, je peux mettre un stop ici, je peux avoir un ratio comme celui-là, je peux calculer comme TP mon TP, je vais calculer cet écart et je vais prendre 70% de cet écart. Donc, mon TP, je peux le mettre à cette zone-là comme objectif. Donc, si je lance un ordre de sel, je peux la lancer l'ordre de sel même maintenant. Donc, j'en ai une très belle opportunité sur l'ETH. J'essaie de shorter l'ETH, le ventre, sur un intervalle de temps H4. C'est une très belle opportunité de vente. Ça respecte mon ratio. Regardez, c'est très important de parler toujours du ratio. J'essaie toujours d'avoir un ratio supérieur ou égal à 1. Pour tous, pour ceux qui participent pour la première fois avec nous, à chaque ouverture de position, j'essaie de garder un ratio minimum de 1. Ça veut dire quoi un ratio? Un RR, ça veut dire que mon TP, il doit toujours être supérieur ou égal à mon stop. Mon potentiel de gain, il doit être toujours supérieur ou égal à mon stop, à mes pertes. Ça veut dire qu'ici, je suis prêt à perdre à ce niveau-là, mais de gagner tout ça. Donc, j'en ai un ratio, comme vous le voyez, ratio risque-récompense 1,79. C'est au-dessus de 1, supérieur à 1, donc c'est acceptable. Je ne vous demande pas des ratios de 8 ou de 6 ou de 4. Il y en a des gens, par exemple, des traders qui travaillent sur des ratios de 3, des ratios de 6, etc. Écoute, on fait du day trading, on ne va pas swinguer les marchés à haut. Donc, même si sur le H4, une position comme celle-là, ça va nous prendre à peu près 3 4 jours. Donc, ça va. Donc, ça, c'est notre première analyse. Donc, je vais télécharger. Bon, tant qu'on est sur la crypto, je vais passer sur le Bitcoin. Bon, c'est très important sur le Bitcoin. Il faut savoir qu'on a fait une analyse et on a dit, notre analyse, c'était quoi? C'est que on avait eu ce niveau. Vous voyez, ce niveau, le marché, à un certain moment, il l'a franchi. Le niveau le plus haut que le prix a atteint
c'était en mois de janvier 2025, le BTC, il est allé chercher à peu près 105, il est allé à 108 000 ou quelque chose comme ça. Il y a 2 semaines, le BTC, il est allé chercher des niveaux historiques. Il a franchi les 108 pour chercher les 112 à peu près. Donc, pour ma part, j'avais pas des niveaux, donc je me suis basé sur les extensions de Fibo pour chercher les niveaux d'après. Malheureusement, le BTC il n'a pas allé chercher ces niveaux-là, mais qu'est-ce qu'il nous indique? C'était sûr pour nous, c'est que on est acheteur tant qu'on est au-dessus de ce niveau. Et c'est ça le plus important, c'est avoir un plan. Notre plan de trading pour les 2 semaines dernières, on était plutôt acheteur sur le Bitcoin tant qu'on est au-dessus de ce niveau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit clairement que le marché, il vient de réintégrer cette ligne de résistance et il l'a confirmé avec un pullback. Ça veut dire qu'il l'a franchi et il est revenu la retester en tant que ligne de résistance. Donc, toute opportunité d'achat, il faut l'oublier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la vente. Donc, maintenant, on va passer plutôt à la vente. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois ici, je suis au plus haut de la tendance et qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque qu'au final, il y a une certaine formation de ce qu'on appelle un épaule-tête-épaule. Une figure de retournement qui est en train de se former. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Ça, c'est le premier épaule. Ça, c'est la tête. Et ça, c'est un épaule qui est en train de se former. Ça n'a pas encore confirmé. Si vous voulez prendre une décision de vente sur le BTC, ce qui est sûr, ça va être à la baisse, on peut lancer un ordre de vente. Même jusqu'à maintenant, un stop au-dessus du 107, 108, 108 000, et on va chercher comme objectif les 99. Ça, c'est le premier niveau comme objectif. Vous voulez attendre une confirmation, il faut attendre la cassure de cette ligne de cours. Bien sûr, si on prend une décision de vente ici, on n'aura pas un ratio. Parce qu'il faut savoir que mon ratio, je dois le mettre ici. Mon TP, je le mets ici. Donc, si vous prenez la décision à ce niveau, donc on aura un ratio à peu près de 2. Par contre, si on attend, on aura un ratio moins que ça. Donc, ça dépend ce que vous voulez. Mais la décision finale pour nous, en tant qu'analyse, c'est qu'il y a une formation d'un épaule-tête-épaule, une formation d'un retournement de la tendance. Ça nous indique qu'il va y avoir un retournement au niveau de BTC, que le marché il est en train de respecter cette ligne de résistance. Donc, on est plutôt favorable à la vente plutôt qu'à l'achat. Donc, ça, c'est au niveau de BTC. Donc ça, c'est les deux cryptos. Bon, la question que je me pose aussi, euh, quels sont les autres cryptos que tu traites? Bon, principalement, j'en traite que ces deux-là, le TH ou le BTC. Donc, j'en ai parlé même dans d'autres séances sur les memes coins. Je ne sais pas si vous les connaissez, les crypto-monnaies. Les autres crypto-monnaies, je ne vous conseille pas de les trader tout simplement. Il y a de l'argent derrière, mais c'est très volatile. Et il y en a même des stratégies pour ceux qui transigent. On va essayer de faire toute une séance sur ça, mais éviter de trader parce que c'est assez volatile, ça. Une crypto, ça peut aller jusqu'à 25-30%, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse en une journée. Donc, c'est assez volatile. Donc, ça, c'est au niveau de BTC. Euh, bon, le pétrole, il stagne. Ça fait là maintenant plusieurs semaines qu'il est dans une oscillation horizontale. Je suis sur un intervalle de temps H4, on est au point le plus bas.
le marché à certains niveaux, il n'a pas pu franchir cette zone, il monte et c'est. Donc, on ne peut pas prendre de décision pour le moment. La tendance, ça reste encore une tendance baissière. Donc, soit on attend que le marché il franchit cette zone à la hausse pour retravailler l'achat. Sinon, tant qu'on est encore sur la tendance baissière, il vaut mieux éviter. Donc, ça, c'est pour le PTA, le TH, le pétrole. Donc, on va passer maintenant au Forex. L'USD-CAD, voilà. L'USD-CAD, il a repris à la. C'est bon, c'est calmé maintenant. Bon, on commence avec l'USD-CAD. Il faut savoir que l'USD-CAD, on a commencé à le vendre il y a 2 semaines et il ne fait que baisser. On en a bien profité. Les niveaux qu'on a fait, ça respecte énormément. Je vous rappelle ici sur le H4, on a visé, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a visé ici un double top ici, il a cassé, il est descendu. Après, il a franchi cette zone. Pareil maintenant. Donc, qu'est-ce que je vois sur le H4? Donc, vous voyez cette figure. Ça, on appelle ça un biseau. Il y a eu une cassure ici, le marché, il a remonté. Donc, je vois pareil, cette formation, le marché, il est en train de créer la même figure ici. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez les sommets, ils sont de plus en plus bas. Si je vois là, ici, les sommets, ils sont plutôt de plus en plus bas. Les- Par contre, les creux, ils sont au même niveau. Par contre, les creux, ils sont au même niveau. Là, on parle de ce qu'on appelle un essoufflement de la tendance baissière. Si vous vous rappelez, une tendance haussière, elle est caractérisée par quoi? Par des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Pareil aussi pour une tendance baissière. Elle est caractérisée par des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus bas, je m'excuse. Donc ça, c'est une tendance baissière, ça, c'est une tendance haussière. Mais si vous voyez qu'à un certain moment, le marché il commence à baisser, comme c'est le cas, hop, hop, et après, je vois que les sommets, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus bas, mais par contre, pas les creux. Donc, c'est là qu'on parle d'un essoufflement de la tendance. Ça veut dire que le marché n'arrive plus à baisser. Il y a un essoufflement de la tendance. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? Soit à une continuité si ça va franchir par le bas, soit si ça casse par le haut, plutôt on est acheteur. Donc, pour le moment, nous sommes sur une tendance sur deux droites qui convergent. Et à un certain moment, le marché, il va sortir, comme on vient de mentionner, soit par le haut, soit par le haut, soit par le bas. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est prendre une décision s'il franchit. Donc, on ne fait rien pour le moment. On attend, on est à un certain niveau de support ici. Donc, s'il franchit, on peut passer acheteur. Pas le cas. Donc, nous sommes sur la parité USD-CAD. On va attendre comment le marché il va réagir. Mais je suis plutôt acheteur si ça casse par le haut, vendeur s'il franchit cette ligne. Donc, c'est une zone à contrôler, à observer avant de prendre des décisions. Pourquoi je confirme ça? Vous voyez ici les creux, les niveaux, ils sont de plus en plus bas. Et bien, ces creux qu'on voit ici, ils sont de plus en plus bas. Et bien, sur l'indicateur mathématique, le momentum, comment on les voit, ils sont plutôt de plus en plus hauts. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Pourquoi je vise plutôt la hausse? Parce que à part l'essoufflement de la tendance au niveau graphique, je confirme ça avec des indicateurs mathématiques où je vois ici une divergence.
Donc, je suis plutôt favorable à l'achat. Si ça casse par le haut aussi, ça confirme mon achat, mon scénario, et je peux passer acheteur tout simplement. Donc, ça, c'est au niveau de dollar USD CAD sur un intervalle de temps H4. Donc, je vais éviter d'analyser sur l'euro. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que demain, il y a des événements assez importants sur l'euro. Ne prenez pas de position sur l'euro. Si vous avez des positions sur l'euro, euro-dollar, euro-AUD, euro-CAD, je ne sais pas, essayez de les fermer d'ici demain. Ne les gardez pas au niveau des informations. C'est très important. Donc, je vais éviter tout ce qui est euro. Donc, bon, regarde, c'est ça le problème. C'est que le CHF aussi, ça impacte. Le franc suisse, il y a un impact aussi au niveau. Donc, c'est très important. Ça réagit aussi avec les fondamentaux. Donc, il faut faire attention avec. Si vous prenez une décision, on va essayer de réduire l'intervalle de temps. Comme ça, on essaie de ne pas garder nos positions ouvertes longtemps. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Sur un intervalle de temps H4, j'en ai une zone de support assez importante. Vous voyez cette zone de support. Le marché, à un certain moment, il la respecte. C'est très important. Plus une zone est testée, plus ça devient une zone forte, une zone significative. Ça veut dire que cette zone, si le marché la teste une fois, deux, trois, quatre, automatiquement, il y a, il y a rien qui me dit qu'il va y avoir une cassure ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une zone assez forte que moi, automatiquement, j'anticipe un rebond avec. Sauf exception s'il la franchit à la baisse. Mais pour le moment, historiquement, cette zone, elle est très respectée. Il l'a testé une fois, il l'a testé une deuxième fois, il l'a testé une troisième fois, il l'a testé une quatrième, cinquième, etc. Donc, parmi les principes de l'analyse technique, c'est l'histoire se répète. Moi, je me base sur l'historique, c'est une zone de support. Donc, pour moi, je vais essayer de tenter un achat. Pour attendre une confirmation, je ne prends pas de décision d'achat en se basant sur une bougie rouge, mais sincèrement, j'attends une autre bougie et l'autre bougie, elle doit clôturer en vert. Et c'est ça qui confirme le rebond. Comme tu le vois ici, une bougie rouge, hop, une bougie verte. Une bougie rouge, hop, une bougie verte qui confirme le rebond. Une bougie rouge, hop, une bougie verte qui confirme le rebond. Donc ici, j'en ai une ligne de support assez importante, une ligne de support qui est assez testée. Donc, j'attends la clôture de cette bougie sur le H4. Donc, par exemple, cette bougie, ça va clôturer dans 2 heures. La bougie d'après, elle va clôturer dans 6 heures. Donc, j'en ai 6 heures devant moi pour attendre la clôture le signal, on va dire, sur cette parité et je prends une décision d'achat. Donc, ici, je peux prendre une décision d'achat, je peux viser l'achat. Bien sûr, comme on a dit, il faut attendre une bougie en vert. Un stop ici, au-dessous de ce dernier creux. Et on peut viser un TP sur cette zone parce que, écoute, on a mentionné cette ligne en tant que ligne de résistance assez importante. Et ben, c'est pareil aussi pour cette ligne de résistance qui est assez testée, que le marché la respecte énormément. Donc, je peux lancer un ordre d'achat ici et viser cette hausse tout simplement. Voilà, donc ça, c'est mes niveaux. Donc, pour jouer la diversification, j'en ai fait une analyse sur l'USD-CAD, l'USD-CHF. Donc, je vais essayer d'éviter tout ce qui est dollar. Comme ça, on aura une meilleure diversification au niveau de portefeuille. Donc, par exemple, ici, je vais aller sur bon, euro-dollar, non. GBP ici, bon.
On va prendre le JPP. Sur un intervalle de temps daily. Donc, j'en ai pris, j'utilise FIBO, j'en ai pris FIBO, cette tendance haussière, j'efface attends, pour vous montrer. J'en ai pris FIBO, j'ai pris le point le plus haut, je l'ai relié avec le point le plus bas, je l'ai relié avec le point le plus haut. Donc, j'en ai ces niveaux de support, de résistance. Donc, j'en ai tracé cette zone. C'est une zone de résistance que vous voyez ici. Le marché, il a retesté, il a pullbacké. Donc, si je réduis l'intervalle de temps sur le H4, je me retrouve sur un certain moment sur une tendance haussière. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que je vois? Que plutôt, on passe sur une tendance plutôt baissière. Donc, je ne peux plus prendre des décisions d'achat. J'en ai remarqué un essoufflement sur un intervalle de temps daily, comme vous le voyez ici. Et si je réduis l'intervalle de temps sur le H4, je me retrouve sur une tendance plutôt baissière. Des sommets de plus en plus bas, en parallèle, des creux aussi de plus en plus bas. Donc ça, c'est ma tendance baissière sur un intervalle de temps. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lancer un ordre de C. Bon, regarde, j'en ai pris Fibo sur toute cette impulsion, sur toute cette tendance. Mais je peux aussi, vu que j'en ai pris cette tendance haussière uniquement, je peux à un certain moment travailler sur cette zone uniquement. Donc, je peux prendre cette ligne de support et je relie comme ça sur un court terme plus réduit pour avoir une meilleure TP. Donc, pour ma part, donc je change de couleur pour ne pas... Ça, c'est Fibo sur intervalle de temps moins réduit. Donc, si je prends une décision de vente à partir de cette zone, en se basant sur les 10 Fibo, le premier Fibo, on va viser cette zone, cette ligne en blanc, c'est le niveau sur le daily. Et celui orange en se basant sur la tendance, celle-là, uniquement cette tendance. Donc, le premier niveau, ça va être le 0,38. Le niveau d'après est 0,50, 0,60. Donc, pour ma part, si je veux viser un ordre de vente ici, on va plutôt chercher cette golden zone entre 50 et 61. Je ne peux pas mettre mon TP ici parce que ça, c'est le niveau sur le court terme. En se basant sur cette tendance, ça, c'est le niveau le plus important que le marché, il est plus probable d'atteindre. On peut viser cet objectif-là. Donc, on peut lancer un ordre de sell. Et comme d'habitude, j'essaie de voir est-ce que j'en ai un ratio assez important ou pas. Et ben, je me retrouve à un ratio de 2 et plus. Donc oui, c'est favorable pour moi cette opportunité de vente. Avec un ratio de plus que 2, c'est énorme. Donc, mais toujours attendre, je dis bien attendre la clôture. Sincèrement, on attend que cette bougie, elle se termine, elle clôture, et après, on prend la décision. Il ne faut pas prendre une décision directement à la clôture. Essayez toujours de prendre une décision à la clôture de la bougie qui vous confirme la décision. Donc ça, c'est pour viser, et on va viser cette pièce-là. Bon, ça, c'est au niveau du Forex. Vite fait, avant de terminer, on va faire un petit tour au niveau des indices. Donc, on commence avec l'US 30, le Dow Jones, l'US 30 sur un intervalle de temps H1, parce que j'en ai vu ici une petite divergence. Je la vois aussi sur le Nasdaq. Je la vois aussi sur le Nasdaq, la divergence ici. Vous voyez ici, vous voyez les sommets, ils sont de plus en plus hauts ici. Et bas ici, ils sont de plus en plus bas. Donc, je détecte une divergence. J'ai analysé, il y en a trois vagues en se basant sur Elliott. Il y en a une première impulsion, deux, correction, impulsion, troisième impulsion, quatre, cinq.
Ça, c'est le A et ça, c'est le B. D'après Elliott, on peut aller chercher, soit on vend à partir de point 5 pour chercher une confirmation, c'est à partir de point 5. Et où est-ce qu'on peut viser? On peut viser comme objectif le point 4 comme objectif pour viser. Donc, pour moi, le Nasdaq, on peut le shorter ici à partir, et on peut chercher à peu près, si on peut avoir un ratio de 2, on peut chercher les 21 380 points. On est à 700 là maintenant. C'est à peu près sur un intervalle de temps, c'est à peu près ici, on va dire 300 points, quelque chose comme ça. 300, 180, 300 points à peu près, 319 points. Et j'en ai, regarde, même en mettant un stop ici, j'en ai un niveau en ratio de 2. Donc ça, c'est notre prise de décision au niveau. On peut la lancer, la position. Ici, on peut viser cette zone-là et on peut viser. Et je peux vous assurer, on peut garder les 300 points. Pourquoi? Parce que j'ai des grandes chances que l'NFP, il va être publié négatif. C'est très important. Je m'attends que l'NFP, il va être publié négatif d'ici vendredi. Donc, il va y avoir une accélération de mouvement à la baisse au niveau des indices aux États-Unis. Donc, tant que je short, on va s'attendre à une baisse. Donc, ça, c'est au niveau du Nasdaq. Bon, je vais vous faire une analyse aussi sur le Dow Jones, mais je vous conseille de ne pas les ouvrir en parallèle. Tu choisis l'un des deux. Par exemple, ici, si je prends l'exemple de Dow Jones, si je prends un ratio, si je mets un TP, un stop ici, un TP, regarde, le Nasdaq, il peut me permettre d'avoir à peu près 300 points. Par contre, l'US 30, je peux avoir à peu près 180 points uniquement. C'est pas assez. Donc, si vous me dites de choisir, moi, je vous conseille plutôt de passer sur le Nasdaq, c'est mieux. J'en ai un meilleur ratio, j'en ai un stop assez large, un TP deux fois plus, avec un objectif de 300 points. Donc, je suis plutôt favorable à la vente sur le Nasdaq, c'est mieux tout simplement. Donc ça, c'est au niveau du Nasdaq. Donc ça, on a fait le tour, on a essayé de diversifier, on a essayé d'analyser sur différents marchés. Gold, vite fait, sur le gold. Moi, personnellement, le gold, comme on a mentionné tout à l'heure, avec la tendance, nous étions sur une tendance baissière. Le marché, il a franchi cette ligne, principalement. Je ne peux pas acheter. Je- c'est très important. Le gold, il est assez volatile. J'en ai peur de prendre une décision d'achat ici. Où est-ce que je vais viser? Je vais viser cette zone, pas plus. Et j'ai peur de mettre un stop qui va être assez rapidement touché. Et au final, il va remonter. Donc, cette zone, pour moi, c'est une zone assez risquée sur le gold. Ce qui est sûr, pour moi, le gold, tant qu'il est au-dessus de ce niveau, je suis plutôt acheteur. Mais ça ne respecte pas mon ratio. Je ne peux pas prendre une décision d'achat ici. Je vais prendre une décision d'achat ici. Je vais viser un TP ici. Ce que je vais mettre mon stop, je vais le mettre ici, le stop. Je me retrouve à un ratio inférieur à 1. Je vais le mettre ici, le stop. Le gold, c'est rapide, le gold. Il est assez rapide, le gold. Il peut vous toucher. Et regarde, le TP et le stop. Vous voyez, c'est 1200 pips, c'est 1200 points. Et ça, le stop, c'est 750 points. Ça veut dire que même si je trade avec 0,1 lot, un stop, il est à 750 dollars avec un dixième de contrat. Si je me retrouve avec 0,3 lot, ça veut dire que je peux mettre un stop à 2000 ou 2500 dollars. Donc, c'est trop risqué, je ne le prends pas. Mais un profit, regarde, le profit, 1200 points. Avec 0,1, ça peut vous rapporter à peu près avec 0,3, 3000, 4000 dollars. Mais avec un stop à 2500, 2000 ou 2700, pour ma part, c'est trop risqué de prendre. Et ça peut aller taper votre stop, après ça remonte. Et c'est tout à fait, il fait ça. Le gold, c'est rapide. Il peut toucher avec une mèche et après il reprend. Donc, je ne prends pas cette décision.
c'est trop risqué, mais je vais vous partager ça, mais c'est assez risqué. Donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vais vous partager tout de suite les analyses qu'on a fait et à la semaine prochaine. Bye bye.